Merci Bénédicte. On laisse à Lionel Zinsou, qui a bravé les embouteillages de l'Est parisien, le temps de nous rejoindre. Et puis effectivement, vous le disiez, je pourrais me tromper, mais ayant travaillé à Admicale, je ne crois pas. C'est une première, une table ronde sur l'éthique, et c'est assez courageux. Je tiens à préciser que cette table ronde a été décidée il y a quelques mois et qu'elle n'a donc évidemment aucune résonance avec l'actualité. Voilà, avec l'actualité, on s'est tous compris. Alors, je présenterai les intervenants au fur et à mesure que je leur donnerai la parole, puisque comme ça on gagnera du temps. Quelques petits mots de décentrage, effectivement, sur le sujet. La philanthropie est la 7e puissance économique mondiale, nous apprend le nouveau magazine en ligne Olbios, révélé par Michel Serres, et merci à lui. Qui peut penser que de telles sommes peuvent transiter en respectant parfaitement les règles éthiques ? Alors que les montants générés par les dons ne cessent d'augmenter, notamment avec l'initiative de Gates et Buffett, The Giving Pledge, à la suite desquelles plus de 100 très grandes fortunes mondiales, et ce matin encore 1 milliard apporté par l'héritier Estée Lauder au Met de New York avec des toiles cubistes, 100 très grandes fortunes mondiales dont aucune française, je le précise, ça fait toujours bien, ont fait don de plus de la moitié de leur fortune. La vigilance et la traçabilité, la vigilance vis-à-vis de cette générosité est de mise. Pourtant, le problème n'est pas nouveau. La triste actualité, je vous le disais tout à l'heure, qui entoure les pratiques actuelles, ne date pas de Cahuzac et consorts. Et le mécénat n'est pas exempt de cette suspicion depuis l'origine. On parlait alors d'évergétisme, ce qui signifie faire du bien en grec. L'argent des notables coulait dans la collectivité, mais un certain nombre d'œuvres, vous voyez une certaine défiance vis-à-vis de ça, c'est évidemment l'opus magnum de Paul Veyne, Le pain et le cirque, dans lequel il explique que les puissances de l'argent de l'Empire romain détournaient le peuple des vrais problèmes. Idem pour les Médicis, et cette image est restée ancrée dans l'esprit d'une certaine partie de la population, pour qui l'idée de dépenses immodérées et indécentes de la part de grandes semondes pour assouvir leurs violons d'ingres au détriment de ceux qui en ont besoin est proprement inacceptable. Ces pratiques posent problème chez les grands philanthropes, et plus encore, pour ce qui nous concerne ce matin, chez les entreprises. Dans leur cas, la question de l'éthique et du mécénat est plus dangereuse, puisque les richesses de l'entreprise étant produites par un collectif, le détournement d'une partie de ces richesses par quelques-uns pour leurs intérêts relèverait de l'abus de bien social. Les années 80 furent émaillées de pratiques quelque peu condamnables, dites de danseuses du précédent, touchant principalement au mécénat culturel. Je laisserai évidemment Olivier Tcherniak réhabiliter la malheureuse danseuse qui a mauvaise réputation et il nous prouvera pourquoi c'est un abus de langage. Le mécénat culturel a chuté fortement récemment, comme le rappelle le baromètre Admicale CSA, au profit du mécénat solidaire, à mesure même que l'attente sociétale pour la responsabilité des entreprises augmentait. Or, ces pratiques, mécénat et RSE, trop souvent confondues, ne sont pas similaires. L'une relève de la libre décision de l'entreprise, l'autre correspond à des normes pour les grandes entreprises et une forte incitation des acteurs économiques pour les autres. Mais l'avantage fiscal lié au mécénat rend les responsables financiers aveugles à cette différence, enclins à préférer le mécénat. Indubitablement, le mécénat rédige la chronique de sa mort annoncée s'il poursuit des buts de RSE grimés en mécénat pour le seul avantage fiscal. Aussi, les questions qui vont nous animer dans l'heure et quart qu'il nous reste sont: quelle éthique pour le mécénat? Quelle éthique des entreprises mécènes au-delà du champ du mécénat? Et quels garde-fous, tels que la charte d'Admicale, pour se prémunir de dysfonctionnement? Alors, je vais poser cette question en premier lieu aux entreprises qui nous font la joie d'être avec nous. Je note d'ailleurs que sur l'éthique, on accueille des private equity et une banque, ce qui peut sembler paradoxal. Et je vais donner tout de suite la parole à Séverin Cabane, le directeur général délégué de la Fondation Générale, qui va nous expliquer, de la Société Générale, pardon, qui va tout de suite nous expliquer que ça n'a rien de paradoxal. Avant de commencer cette table ronde, votre voisin de droite, Julien, vous demandait, en fait, ce que vous faites avec le rugby, c'est du mécénat. Ça prouve effectivement qu'il y a cette confusion. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que fait la Société Générale en matière de mécénat, de RSE et de parrainage? Je ne disais pas ça, je lui posais la question parce que je suis un ignorant, moi. Voilà, et j'ai répondu, et je vous remercie de nous permettre de clarifier ce point très important. Dans notre façon, dans nos engagements, nous distinguons en fait, notamment les engagements liés au mécénat, au parrainage et à la RSE, nous distinguons ces trois engagements qui ont des motivations différentes. Ils ne sont pas du même ordre en fait dans notre esprit. Vous parlez du rugby, pour nous, notre engagement auprès du rugby est un parrainage, ou en anglais un sponsoring. C'est-à-dire que nous recherchons des retombées, nous espérons en fait des retombées positives, directes, de nos engagements en faveur du rugby, à travers des campagnes de communication, de publicité institutionnelle. C'est un point important, c'est que c'est ce lien direct entre nos engagements en faveur du rugby, qui date de plus de 25 ans maintenant, et ce que nous en espérons en termes de retombées d'activité commerciale. En ce sens, ce n'est pas du mécénat pour nous.
Le deuxième type d'engagement qui a trait à notre problématique de ce matin, c'est tous nos engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale. Et là, je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire, Vincent. Notre responsabilité sociale et environnementale dépasse largement le respect d'obligations légales. Elle fait partie de la stratégie de l'entreprise, et dans notre cas particulier de la Société Générale, nous avons pris des engagements qui dépassent largement les obligations légales sur ces sujets-là. Je vous donne deux exemples. Le premier exemple, c'est que nous avons défini une charte, enfin, des chartes en termes de quels sont les projets et les entreprises que nous finançons. Sur ce sujet-là, il y a des obligations légales, évidemment. Il y a des interdictions de financer, par exemple, des entreprises qui fabriquent des mines antipersonnelles. Ça, bien sûr, nous nous engageons à respecter ceci. Mais au-delà de cela, nous prenons des engagements qui vont au-delà des obligations légales et qui nous conduisent, dans certains cas, à renoncer donc à des projets et donc à renoncer du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est quand même très lié à notre activité commerciale. C'est la manière dont nous exerçons notre métier de banquier. Et puis, le troisième niveau d'engagement de l'entreprise, c'est seulement celui du mécénat, celui qui nous intéresse aujourd'hui. Et là, pour moi, même si, à travers nos actions de mécénat, et j'y reviens dans un instant, nous accompagnons des tiers qui ne sont pas directement, je dirais, en lien avec l'activité de l'entreprise, mais l'intention, l'objectif que nous avons n'est pas du tout un retour direct sur notre activité commerciale. En fait, il s'agit d'un don que nous faisons à certaines contreparties extérieures à l'entreprise. Mais la question, c'est quel est le sens que nous donnons à ce don ? Et là, je crois que je peux, si vous me permettez, prendre quelques instants pour caractériser notre démarche entreprise en matière de mécénat. La première démarche, la première caractéristique de notre démarche, c'est une recherche de cohérence. J'ai distingué ces trois types d'engagement, mais il y a, même si on les distingue, une recherche de cohérence à travers ces trois types d'engagement. Et cette cohérence, elle se trouve à travers les valeurs propres que l'entreprise souhaite développer, à travers nos convictions, si je puis dire, humaines et humanistes, qui nous font dire, par exemple, que pour Société Générale, l'esprit d'équipe, qui n'est pas seulement, je veux dire, une campagne publicitaire, est réellement une conviction qui fait que plus on aura le collectif, plus on aura une approche collective des problématiques et pour rendre les services que nous avons à rendre, plus l'entreprise assumera sa mission. Et notre, par exemple, mécénat culturel en faveur de la musique est typiquement en cohérence avec cet esprit d'équipe. Mais on pourra en dire un mot tout à l'heure. Mais parmi les autres recherches de cohérence, nous avons une valeur centrale pour nous qui est l'innovation. Nous voulons en permanence favoriser au sein de l'entreprise l'innovation individuelle et collective. Et ceci nous conduit par exemple à être mécène sur le plan culturel toujours de l'art contemporain. Et on y reviendra. Donc on voit bien que cette recherche de cohérence existe, mais ce n'est pas pour ça qu'il y a un lien direct avec l'objectif commercial de l'entreprise. La deuxième caractéristique de nos engagements en matière de mécénat, et pour moi c'est une chose de très important, et vous l'avez indirectement mentionné, c'est la constance dans nos engagements. Je pense que la légitimité d'une entreprise dans ses engagements de mécénat vient, non pas, et on en parlera sans doute, de sa communication sur ces sujets-là, parce qu'on ne communique pas sur ces sujets-là pour être précis, mais elle vient du temps, de la durée dans laquelle elle s'est engagée. Et depuis 2007, l'industrie bancaire et malheureusement maintenant l'ensemble du secteur de l'économie mondiale est en crise. Nous nous sommes posé la question en 2008, quelle est notre politique en matière de continuité, en matière d'engagement de mécénat ? Et la décision qui a été prise, peut-être vous troubler, nous avons décidé de la renforcer. Nous avons doublé les montants que nous avons donnés à la Fondation Société Générale pour l'insertion professionnelle dans cette période-là. Nous avons maintenu, sans les diminuer, donc, les engagements que nous prenons en faveur du mécénat culturel, mécénat art contemporain et musical. Et cette démarche traduit l'esprit dans lequel nous nous engageons dans nos engagements de mécénat. Puis la troisième caractéristique pour moi dans la façon dont nous abordons cette question, c'est nous voulons quand même avoir une démarche d'ouverture et de partage. Je prends un exemple qui est la collection d'art contemporain de le groupe Société Générale, qui est une des plus riches aujourd'hui dans le secteur des entreprises. Elle a été constituée à partir de 1995 avec une intention très précise, c'était d'exposer ses œuvres à l'intérieur des bureaux, des sièges de l'entreprise dans le monde entier. Donc elle a été destinée d'abord aux collaborateurs.
Et nous avons pendant très longtemps jamais montré cette collection. Elle n'était pas, elle n'était pas accessible. Nous avons changé un petit peu depuis 3 ans et nous avons décidé de l'ouvrir. Et nous accueillons par exemple à la Défense, là où une grosse partie de notre collection est exposée, des groupes de jeunes. Depuis 2 ans, il y a 1000 jeunes entre 8 et 12 ans qui sont venus voir cette collection, qui nous permet aussi de les sensibiliser à une autre dimension de la vie humaine. Et donc nous avons aussi décidé de faire voyager cette collection pour l'ouvrir. Il ne s'agit pas, et c'est très important dans notre esprit, de faire une action de communication lorsqu'on diffuse, qu'on ouvre cette collection, mais il s'agit vraiment de partage. Et ceci fait partie de cette recherche de cohérence dont je parlais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut justement revenir sur la communication? Parce que vous le disiez, on ne fait pas ça pour faire une opération de communication, précisément parce qu'on ne communique pas. Pourquoi est-ce que vous ne communiquez pas alors que vous communiquez sur tout un tas de sujets, notamment, pourquoi pas la RSE, le rugby? Pourquoi est-ce que précisément, est-ce que c'est parce que vous êtes une banque et vous vous dites, moi en tant que banque, je ne peux pas parler de mes engagements artistiques et je ne dois pas communiquer dessus, ou ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir pour moi, c'est seulement l'intention. Dans quelle intention vous faites ceci? Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on fait du parrainage, on a une intention de communiquer. Quand on prend des engagements en termes de responsabilité sociale et environnementale, non seulement c'est une intention, c'est une obligation de communiquer. Il faut que nos clients sachent qu'on ne va pas financer ce type de projet. Donc c'est vraiment une obligation. Là, ce n'est pas du tout le sujet. L'intention, c'est seulement de faire, comme je le disais, de créer cette résonance entre l'identité même de l'entreprise, le sens que nous donnons à notre action quotidienne en tant que collectivité humaine, et un engagement vis-à-vis de tiers à l'extérieur. Donc c'est une question de l'objectif que nous visons. Alors, il y a quand même, il faut corriger un peu ce point, il y a de facto une communication sur nos actions de mécénat. Pourquoi? Parce que les associations, les ensembles musicaux, les artistes que nous accompagnons, évidemment, eux communiquent. Et quand vous discutez avec des musiciens, c'est vrai qu'aujourd'hui, en France en tout cas, parce que c'est là où on agit le plus, la communauté musicale française sait que Société Générale est un mécène important dans ce domaine-là. Donc, quelque part, à force je dirais, de continuité, de constance dans nos engagements, ça devient connu. Mais ce n'est pas un objectif que nous avons. Le public que nous visions, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est d'abord l'entreprise, c'est d'abord les collaborateurs de l'entreprise. Restons avec les musiciens. Il y a un thème qui est effectivement tristement à l'honneur dans les journaux en ce moment, c'est les histoires de conflits d'intérêts. Est-ce qu'on peut faire ceci, cela? Le comité de sélection de la Fondation Société Générale, il n'y a pas de frontière étanche, la connaissance avec le monde musical, il pourrait connaître certains ensembles et pourtant et être amené à lui attribuer des sommes relativement importantes pour commencer une carrière, etc. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'il existe aussi des règles éthiques, des garde-fous pour dire bon moi je connais, je sais pas, c'est ma nièce ou je l'ai soutenue, je l'ai croisée à Keradec et donc je ne soutiendrai pas. Comment ça se passe? Alors, il est vrai que les actions et les engagements en matière de mécénat, finalement, comportent le même type de conflit d'intérêts potentiel que n'importe quelle action humaine. La question du conflit d'intérêts existe à tout instant dans la vie humaine. On peut en parler, vous parliez d'un cas actuel en ce moment. Mais donc, en fait, la question, c'est comment on va régler de manière préventive ce risque de conflit d'intérêts. Et là, de la même façon, nous avons une démarche plus professionnelle dans ce sens-là. La première chose, c'est qu'on attache énormément d'importance au comportement des personnes qui ont le désir de contribuer à nos engagements en matière de mécénat. Et donc, il y a des valeurs comportementales évidentes, comme l'intégrité, comme la loyauté, comme le respect des individus. Donc, on cherche à vérifier que, finalement, la motivation ou l'intention des personnes qui souhaitent s'engager avec l'entreprise dans ce domaine est la bonne. C'est compliqué, mais on essaye de le faire. Deuxièmement, nous avons un cadre de règles, de normes que nous avons choisi. Par exemple, vous parliez de la charte pour le mécénat d'entreprise d'Admical, nous l'avons signée, donc nous nous sommes engagés à la respecter. Nous avons également fait signer à l'ensemble des parties qui contribuent à nos engagements en matière de mécénat musical une charte en matière de mécénat musical. Prenons un autre exemple. Quand on a... C'est pour éviter la danseuse du président. Alors j'attends Olivier avec impatience qui va réhabiliter la danseuse du président. Mais cette question-là, pour moi, nous a été une question dans notre réflexion. Donc nous avons mis en place ces règles. De la même façon, toutes nos actions et les institutions, enfin les structures juridiques qui portent nos actions de mécénat sont de la même façon auditées par des commissaires externes, sont auditées par nos services internes d'audit. Donc nous appliquons les mêmes règles de l'entreprise à notre structure et à nos actions en matière de mécénat. Il y a un troisième élément très important, c'est la gouvernance. Je prends le cas de la Fondation pour l'insertion professionnelle, qui est un des grands axes de mécénat musical de l'entreprise, où on vise à la fois à accompagner les jeunes qui sont loin de l'emploi, des associations, pardonnez-moi, des jeunes qui s'intéressent à insérer les jeunes dans l'emploi. Nous avons aussi une action en matière de réduction de l'illettrisme en France. Nous avons un comité de sélection des associations que nous allons accompagner qui est constitué de collaborateurs
du groupe, ce n'est pas la direction générale, c'est les collaborateurs. Évidemment, il y a un conseil d'administration qui prend les décisions, dans lequel vous avez à la fois des membres de la direction et également des experts externes. Mais le comité de sélection est fait à partir de personnes qui n'ont pas, je dirais, qui ne sont pas président. De la même façon, pour les choix de mécénat musical, nous avons un conseil d'administration dont le président est le grand violoncelliste français Alain Meunier. Et les choix d'accompagnement sont faits dans le respect de nos règles d'éthique dont je parlais à l'instant, par les experts musicaux et par, dans certains cas, des collaborateurs initiés. Pas par nous. Nous, on valide, mais en fait, la vraie démarche, c'est cette indépendance. Et le troisième exemple que je vais donner, le choix des œuvres en matière d'art contemporain. C'est très intéressant aussi. Nous avons un comité de sélection des œuvres qui est constitué de collaborateurs qui sont très impliqués ou très intéressés par l'art contemporain et d'experts d'art contemporain. In fine, on décide, mais les propositions sont faites par ça. C'est une façon pour nous de régler ces sujets potentiels de conflit d'intérêts. Merci beaucoup, Séverin. Lionel Zinsou, quand on préparait cette intervention, vous m'aviez dit quelles sont les entreprises qui sont amenées à parler. Je vous avais dit, il y a vous et la Société Générale. Vous m'aviez dit, bon, bah, la Société Générale peut se consoler. Il y a des gens qui ont bien plus mauvaise presse en matière d'éthique auprès du grand public. C'est les private equity. Ça tombe bien, c'est ce que vous faites. Pourquoi avoir décidé d'emmener PAI Partners, quasiment, comme dirait Richard Virenque à propos du dopage, à l'insu de votre plein gré dans l'aventure du mécénat? Parce qu'en fait, à la base, ce n'était pas votre impulsion. Vous êtes un grand philanthrope par ailleurs à titre privé, mais l'entreprise, vous vous êtes retrouvé contraint dans cette aventure. Et heureux, j'espère. Oui, merci Vincent. Bonjour, mesdames, messieurs, merci de cette invitation. Je suis un grand philanthrope par la taille, uniquement. Sinon, c'est assez modeste. Oui, j'étais content pour votre panel et pour la Société Générale que vous ayez invité une maison de capital investissement, parce qu'en effet, nous avons un petit problème de réputation. Il y a des gens qui nous appellent des fonds spéculatifs. Il y a des régulateurs qui font des directives communes pour les hedge funds, qui ont un horizon de temps dans leurs actions qui sont assez courts, parfois l'heure, parfois la semaine. Et nous qui avons un métier que personne ne connaît, alors c'est pour ça qu'on est moins détesté en réalité qu'on devrait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas du tout ce que c'est que le capital d'investissement. Mais bon, nous empruntons des fonds pour 10 à 13 ans, et avec ça, nous achetons des entreprises, des participations des entreprises, on essaie de développer ces entreprises, et on les revend et on rend les capitaux aux investisseurs. Nous avons l'impression que c'est un temps très très long, mais beaucoup de gens pensent que c'est très très court et que de détenir des entreprises pendant 5, 6, 7 ans et essayer de les développer, c'est trop court pour être honnête, et que par ailleurs, comme nous rendons 3-4 fois plus que la rémunération du livret A aux investisseurs, qui sont des assurés, des retraités, parfois des banques. On pense que c'est un peu contre nature en matière de taux de retour sur investissement. Si vraiment on arrive à dégager en moyenne période dans le monde entier un rendement de 12% des capitaux, c'est qu'il y a quelque chose qui ne doit pas être honnête. Bon, voilà pourquoi je pense que nous sommes un tout petit peu méconnus. Il se trouve qu'à travers la crise, on a pensé que les maisons de capital investissement, notamment celles qui font des opérations d'achat d'entreprises en mettant de la dette, comme vous le savez, a pris une connotation relativement négative au fil de la crise. Les maisons dites de LBO, qui font des opérations d'acquisition avec de la dette, avec un levier de dette, ce qui est exactement le cas de Paribas Affaires Industrielles, de PAI, qui est le premier en France et un des tout premiers en Europe pour faire ce métier. Évidemment, c'est considéré par beaucoup comme quelque chose qui est mauvais, partie des problèmes de la crise et non pas des solutions à la crise. Au fil du temps, comme rien de tout ça ne s'est effondré, on a fini par considérer qu'on n'était pas très dangereux. On n'était toujours pas très honnête, mais on n'était pas très dangereux. Bon, déjà, c'est acquis. Alors, le mécénat n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire, nous ne faisons pas de mécénat, nous n'avons pas créé à bas bruit une fondation pour s'excuser de notre métier. Ce n'est pas du tout notre problème. Nous ne nous excusons pas. Nous ne nous excusons pas parce que nous pensons que nous le faisons dans l'intérêt général. Donc, nous ne nous excusons pas. Nous vivons avec cette illusion que ce que nous faisons est très utile à l'économie. Donc, nous ne faisons pas une fondation pour nous excuser d'être des financiers.
Nous considérons par ailleurs que les financiers sont impopulaires, notamment parce qu'ils ont créé une crise. D'ailleurs, pas forcément les financiers français, hein, pour être tout à fait précis, mais enfin, bon, ils ont créé une crise, sont donc impopulaires, ils sont coupables. Bon, c'est la perception publique aujourd'hui, elle sera différente dans 5 ans, elle était différente il y a 10 ans. Bon. Donc nous ne faisons rien pour nous excuser de notre culpabilité dans la crise, car nous pensons que nous n'avons aucune culpabilité dans la crise. Donc vous voyez, on peut vivre avec l'illusion que nous ne sommes pas coupables, ni même responsables. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est très important. Et quelle était l'intention originelle, alors, si ce n'était pas la culpabilité? Parce qu'effectivement, on va y venir dans un instant, c'est Écoutez, que vous gérez des gros montants, mais vous avez 75 salariés, c'est une petite PME. Voilà, c'est une toute petite PME. Alors, on est une petite PME, c'est-à-dire on est une holding avec 75 salariés. C'est ces 75 salariés qui font un effort sur les résultats de l'entreprise, plus des dons personnels pour alimenter un fonds de dotation. Mais nous sommes les actionnaires professionnels en contrôle d'un portefeuille de 17 entreprises dans lesquelles il y a 200 000 salariés, dans lesquelles on fait 20 milliards de chiffre d'affaires, c'est-à-dire si on était une entreprise et non pas un fonds, on considérerait qu'on a la taille d'une entreprise du CAC 40. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout ce que fait PAI a un relais avec chacune des entreprises du fonds géré par PAI. Donc, si vous voulez, les entreprises où on a une participation très forte, comme Atos ou complète, totale, comme Kiloutou, qui sont des entreprises très bien insérées dans la réalité française, relayent avec leurs propres moyens de mécénat. Et donc, on va faire levier de ce que peut faire, c'est-à-dire quelques centaines de milliers d'euros d'intervention par an, la PME de 75 personnes, avec ce que peut faire le portefeuille d'entreprises dont nous avons la propriété et qui, elles, ont des moyens beaucoup plus importants. Ce qui fait qu'on va agir en meute. Donc, en tout cas, ça n'est pas pour nous laver d'un péché originel que nous faisons ça. C'est pour quelque chose de tout à fait différent, qui est qu'il suffit d'ouvrir les yeux dans le monde d'aujourd'hui pour voir que la France est en retard. Et heureusement qu'il y a Admical, heureusement qu'il y a eu les efforts d'un certain nombre d'hommes clés, de M. Rigaud. La France est juste en retard par rapport à tous les pays avancés. Elle est même en retard par rapport à tous les pays émergents. Parce que dans les pays émergents, parmi les forces qui font bouger ces pays, il y a tout ce qui est associatif, tout ce qui est fondation, tout ce qui relève du mécénat. On est juste en retard. Et c'est vrai que la première fois où j'ai parlé de fondation à l'intérieur de la maison, il y a des gens qui ont fait la réponse française classique. On paye déjà énormément d'impôts, on est déjà les plus imposés au monde, ce sont des missions, au fond, d'intérêt général, que l'État s'en occupe. Vous voyez ? Et on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas être les seuls au monde à être un pays riche qui n'utilise pas tous les moyens de la solidarité. Donc, nous, on n'agit pas qu'en France, et notre fonds de dotation, il passe à travers d'autres associations, évidemment en France, également en Italie, également en Allemagne, également en Espagne, avec la petite incertitude juridique que Bénédicte évoquait tout à l'heure sur nos moyens d'action à l'international, qu'on aimerait pouvoir préserver. Bon, on ne vit pas dans un monde, on ne vit pas enfermé. Donc la France est en retard. On n'a aucune raison d'assumer un retard français. Donc nous, on pense qu'il faut faire comme les autres et qu'il faut être conforme à une pratique mondiale de solidarité. Deuxième chose, et c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Bénédicte, quand nous en avons parlé, j'étais très surpris qu'elle m'invite, parce que je pensais que personne ne le savait. Elle m'a dit qu'Admical faisait son travail très sérieusement, dépouillait le journal officiel, et donc on avait été dénoncé par le journal officiel. Parce qu'on n'en parle pas. Mais on n'en parle pas parce qu'on voudrait se cacher, on n'en parle pas parce que c'est pas mûr, on n'en parle pas parce que ça a 1 an, on a commencé avec 7 programmes de soutien, on aimerait bien pour en parler, pour avoir un petit peu de profondeur d'expérience, mais surtout on n'en parle pas parce que c'est d'abord un projet collectif de l'entreprise. On a fait un appel à créer le conseil d'administration du fonds. Tous les salariés ont voulu s'inscrire. On ne peut pas faire, dans une entreprise de 75 personnes, un conseil de 75 personnes. Tout le monde veut faire du mécénat de compétences. C'est le lien le plus direct. C'est un des seuls liens, avec le fait qu'on a tous la même complémentaire santé, c'est un des seuls liens dans l'entreprise qui va du président aux stagiaires. À la limite, les stagiaires veulent s'engager dans la fondation. Donc c'est quand même très impressionnant.
comme lien. Donc, d'une certaine manière, c'est une chose pourquoi on n'en parle pas? Mais parce qu'on préserve un secret qu'il y a, c'est le thème de l'esprit d'équipe, mais qui est que même nous avons des sentiments humains. Même nous, en parlant à personne, on a envie d'agir ensemble pour faire quoi? En l'occurrence, c'est vrai, c'est sur des sujets d'insertion professionnelle. Parce que on voit bien, on est un des plus grands employeurs français. Je veux dire, 200 000, on est dans le top 100 des employeurs. On a des responsabilités. On voit bien les problèmes de l'insertion professionnelle. On a la chance d'être dans des secteurs. Je veux dire, Atos engage 4000 ingénieurs par an. Kiloutou, si vous suivez dans les embouteillages, les véhicules Kiloutou recrute, c'est marqué sur tous nos camions. Bon, on a de la chance, on est plutôt dans les secteurs qui recrutent, mais on sait très 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 bien quelle est la réalité sociale française et pas que française. Alors c'est notre secret d'entreprise, ce n'est pas notre alibi et ce n'est pas notre sujet de communication. Alors, juste d'un mot, parce qu'il faut qu'on avance. J'espère que Kiloutou vous rémunère bien, parce que vous les mettez bien en avant. D'un mot, Lionel, effectivement, on ne va pas rentrer dans le fond, mais de la même façon que Séverin Cabane le disait, vous êtes en lien avec énormément d'entreprises, donc potentiellement aussi énormément de porteurs de projets. À l'origine, cette question de l'éthique, vous l'avez traitée comment, si jamais il y a des projets qui arrivent que vous connaissez? Même réponse, est-ce que vous avez des garde-fous? Ah oui, tout à fait. La première chose qu'on met en place, c'est un comité de gouvernance. La deuxième chose, c'est un comité d'investissement qui a une critériologie simple. Et puis, c'est en effet, pour le coup, alors c'est pas du tout la danseuse du président, parce que le président n'a pas de part. Je ne sais même pas si, selon nos règles, je pourrais soumettre des projets ou appeler l'attention sur des projets. Je ne crois pas. C'est pas comme ça que ça se fait. C'est vraiment géré par un comité très large qui regarde les projets d'autres associations. On n'a pas voulu créer de structure et perdre en fonctionnement une partie de l'impact. Donc, on sélectionne des associations, des fondations, et c'est elles qui nous apportent des projets. Et elles viennent, et c'est un processus concurrentiel, et ensuite il y a un vote, et même dans la création de la fondation. Moi, j'ai lancé l'idée, et puis je ne m'en suis plus occupé. Et c'est extraordinaire comme ces sujets sont quand même très porteurs. Je veux dire, il y a un besoin de sens, il y a un besoin de solidarité. Vous avez peut-être vu les études de neurosciences qui montrent que si on rendait l'impôt facultatif, on ne perdrait pas de recettes fiscales. Parce que, pour l'instant, il n'y a que les neurosciences. Ce n'est pas validé par c'est pas validé par Bercy, cette étude. Ce n'est pas validé par les services fiscaux. Ouais. Mais c'est quand même intéressant. C'est-à-dire, vous obtenez des gens par le besoin d'être solidaire. Vous obtenez des choses extraordinaires. Bon. Donc, cette idée a disparu pendant un an. Elle était reprise par plein de gens dans l'entreprise, à tous les niveaux hiérarchiques. Ils ont conçu le projet, complètement. Ils se sont réunis clandestinement, puis après plus officiellement. Et au bout d'un an, ils sont venus me dire, est-ce que ça vous dérangerait si on créait une fondation? Je me suis dit, là, quand même, c'est bien, la réappropriation, elle a été intégrale. En plus, c'est vrai que moi, j'ai créé une fondation personnelle, familiale, en Afrique, au Bénin, mais par narcissisme, je lui ai donné mon nom. Donc, c'est très facile de savoir que j'ai une petite une compulsion pour les fondations. Et pourtant, les gens sont venus en s'excusant. C'est pas tout à fait l'objet social, mais on a vérifié, c'est quand même compatible. On pourrait faire des choses pour l'insertion professionnelle, mais c'est légitime parce qu'on a quand même beaucoup de salariés. Vous voyez, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent parce qu'on peut le faire volontairement si la société ne voulait pas. Mais enfin, si ça ne vous dérangeait pas, est-ce que vous pourriez mettre au programme du comité exécutif une fondation? Moi, je dois dire, j'étais assez heureux. Je leur ai dit, bon, écoutez, je vais y réfléchir, évidemment, vous posez un problème un peu délicat. Bon, c'est très très important que ce soit totalement réapproprié par les gens, mais ça, la réappropriation est immédiate. Merci beaucoup. Je précise pour ceux qui veulent prolonger les thèses de Lionel Zinsou sur les neurosciences que c'est la thèse de Peter Sloterdijk dans un livre qui est apparu il y a un an chez Marenzel qui s'appelle Repenser l'impôt, où effectivement il dit que si on laissait plus de libre arbitre dans l'affectation de l'impôt,
ça marcherait mieux, parce qu'aujourd'hui, il y a un certain désamour pour l'impôt, parce qu'on le donne de façon un peu aveugle. Oui, évidemment, Julien Damon reviendra longuement dessus, parce qu'il a l'air très perçu, très convaincu, pardon, que si on abolissait cette barrière, tout le monde donnerait. Tout le monde tout le monde aura donnerait apprécié votre formule. Vous avez dit un certain désamour pour l'impôt. Bah, je crois, hein, je lis les journaux. Enfin bon. Peter Sloterdijk. Claudie Aigneret, est-ce que vous, cette question de l'éthique, quand on est, comme vous, structure qui peut accueillir des mécènes, ça se pose en premier lieu, en second lieu, en troisième lieu. Est-ce que vous pourriez peut-être faire la même différenciation qu'a fait Séverin Cabane avec la Société Générale, en montrant comment est-ce qu'effectivement vous créez des partenariats avec les entreprises? Certains sont partenaires, d'autres sont dans la logique de co-construction, comme à l'Observatoire de l'innovation, je crois, et d'autres sont mécènes. Quelles sont les différences? Oui, effectivement, on a beaucoup de partenaires, et quelque chose qui est important dans ce qui a été dit précédemment, c'est cette notion de durée de la relation qui permet justement d'être dans la confiance et le respect. Et c'est vrai que c'est essentiel pour une maison comme celle-ci, qui est là pour traduire, être un médiateur de quelque chose qui n'est pas toujours une certitude en sciences et en technique. Aujourd'hui, je l'évoquais tout à l'heure, il y a du doute, il y a de l'ignorance, on se pose des questions, il y a une puissance, il y a une complexité. Donc, il est important de pouvoir s'engager à transmettre des choses dont la probabilité de vérité est la mieux exprimée possible et la plus légitime. Donc ce problème d'éthique, il est particulièrement important dans le secteur qui est celui que nous portons dans cette maison. Et on peut avoir des types de rencontres avec des partenaires de différents ordres. Vous l'avez évoqué. Le mécénat, bien sûr aussi le parrainage, bien évidemment, et puis aller jusqu'à des partenariats qui sont des coproductions.